Le silence. C'est la première chose que Mélina remarque en entrant dans la maison. Un silence trop parfait, trop lourd. Elle pose ses clés sur la commode et appelle doucement. « Maman !» Elias. Aucune réponse. Elle monte les escaliers 4 à 4. La chambre du bébé est vide. Le berceau froid, les jouets éparpillés par terre comme abandonnés à la hâte. « Maman !» Sa voix résonne dans le couloir. Elle court vers la chambre de Clémence. Vide aussi. Mais quelque chose cloche. L'air n'est plus celui de la maison. Quelque chose de plus sombre, plus âcre. Sur la table de chevet, des bougies noires éteintes, des traces de cire rouge sur le parquet. Et ce symbole gravé dans le bois de la commode. Un pentagramme inversé avec des lettres qu'elle ne reconnaît pas. Le téléphone sonne. Mélina décroche d'une main tremblante. « Allô ? Ta mère n'est plus là, » dit une voix d'homme qu'elle ne reconnaît pas. « Et ton fils non plus. Qui êtes-vous ? Où est mon bébé ? » Les dettes de sang se paient toujours, Mélina. Toujours. La ligne se coupe. Mélina s'effondre sur le lit. Dans sa main, un morceau de papier froissé tombe du tiroir ouvert. Une facture pas ordinaire, écrite à la main, à l'encre rouge, dette envers le maître, 50 000 €. Échéance dépassée, paiement en nature accepté, âme innocente requise. En bas, une signature illisible et un sceau, le même symbole que sur la commode. Mélina comprend. Alors sa mère n'a pas disparu. Elle a fui avec son petit-fils pour payer une dette qui n'aurait jamais dû exister. 3 mois plus tôt, Mélina avait remarqué les changements chez Clémence. Sa mère, autrefois si pieuse, avait commencé à parler différemment. L'argent était devenu une obsession. « Il faut que je trouve 50 000 €, répétait-elle sans cesse. « Mais pourquoi faire, maman ? Tu ne comprendrais pas. C'est compliqué. » Les nuits. Mélina l'entendait marcher dans sa chambre. Parfois, elle murmurait des mots étranges, des mots qui ne ressemblaient à aucune langue qu'elle connaissait, et cette odeur qui imprégnait toute la maison. Un matin, Mélina était descendue chercher du lait pour Elias. La cuisine était sens dessus-dessous, des cercles tracés à la craie sur le carrelage, des bougies noires partout et, au centre, un livre ouvert. Pas un livre ordinaire. Les pages étaient jaunies, presque brûlées par endroits. Les mots semblaient danser sous ses yeux. « Ne touche pas à ça !» avait crié Clémence en surgissant derrière elle. Sa mère avait ramassé le livre avec des gestes précautionneux, comme si c'était un objet sacré ou maudit. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Rien qui te regarde. Va t'occuper du petit. » Mais Mélina avait vu dans les yeux de sa mère cette lueur nouvelle, froide et calculatrice, comme si elle regardait déjà ailleurs, vers quelque chose que Mina ne pouvait pas voir. Les semaines suivantes, des hommes étranges avaient commencé à venir à la maison. Toujours la nuit, toujours en silence. Mina les observait depuis sa fenêtre. Ils portaient des vêtements sombres et marchaient bizarrement, comme s'ils glissaient sur le sol. « Qui sont ces gens, maman ? » Des amis, ils m'aident pour l'argent, entre autres. Clémence souriait, mais son sourire n'atteignait plus ses yeux. Ses yeux étaient devenus vides, froids comme ceux d'un reptile. Un soir, Mélina l'avait surprise dans le jardin. Sa mère creusait un trou au pied du grand chêne. Elle y avait enterré quelque chose. Quelque chose qui bougeait encore. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? » « Je plante pour que ça pousse. »« Quoi, tu plantes ? » ?»« L'avenir, ma chérie, notre avenir. » Le lendemain, l'herbe autour de l'arbre avait jauni et une odeur pestilentielle s'échappait du sol. Ce matin-là, Mélina était partie travailler comme d'habitude. Elle avait laissé Elias avec Clémence. Son fils de 8 mois dormait paisiblement dans son berceau. Elle l'avait embrassé et avait dit à sa mère : « Je rentre vers 18 h. Tu as tout ce qu'il faut. »« Oui, ma chérie, ne t'inquiète pas. » Mais dans les yeux de Clémence, il y avait déjà quelque chose, une résolution terrible, comme si elle s'apprêtait à franchir une ligne irréversible. À 15 h, Gérard, le voisin, avait vu une voiture noire s'arrêter devant la maison. 3 hommes en étaient descendus. L'un d'eux portait une mallette, un autre un sac étrange qui semblait bouger. « J'ai trouvé ça bizarre », dira-t-il plus tard à Mélina. Mais ta mère avait l'air de les connaître. Les hommes étaient restés 1 heure. Quand ils étaient repartis, l'un d'eux portait un couffin. Gérard n'avait pas vu ce qu'il y avait dedans, mais il avait entendu des pleurs de bébé qui s'éloignaient avec la voiture. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» demandera Mélina. Je ne pouvais pas. Mes mains ne m'obéissaient plus.
comme si quelque chose m'empêchait de bouger. Dans la maison, Clémence avait tout nettoyé, mais les traces étaient encore là pour qui savait regarder. Dans la chambre d'Elias, le berceau était soigneusement fait, trop soigneusement, comme un tombeau. Sur la table de la cuisine, un contrat rédigé dans cette encre rouge qui semblait encore humide. Mélina l'avait lu 3 fois avant de comprendre. Sa mère avait vendu son petit-fils pour 50 000 € à des gens qui n'étaient pas tout à fait des gens. Le contrat portait plusieurs signatures, celle de Clémence et d'autres dans des écritures qui faisaient mal aux yeux à regarder. En bas de la page, une clause terrifiante. L'enfant sera livré à la nouvelle lune pour servir les desseins du maître. Son sang innocent nourrira le pacte. Sa vie remboursera les dettes de l'initiatrice. La nouvelle lune. C'était dans 3 jours. Mélina avait couru chez les voisins. Gérard tremblait en la voyant. Il faut appeler la police. Mon bébé a été enlevé. La police, balbutia Gérard. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Bien sûr. Pourquoi tu dis ça? Gérard la fit entrer. Ses mains tremblaient en fermant la porte. Depuis que ta mère a commencé ses activités, des choses bizarres se passent dans le quartier. Quelles choses? Les animaux disparaissent. Les enfants font des cauchemars et ceux qui posent trop de questions. Ils ont des accidents. Il lui montra un journal local. 3 articles en 2 semaines. Un voisin était tombé dans ses escaliers. Un autre avait eu un accident de voiture inexpliqué. Le 3e était mort dans son sommeil. Tous avaient un point commun. Ils s'étaient inquiétés des activités nocturnes chez Clémence. Tu veux dire que ma mère? Je ne veux rien dire du tout, mais je ne veux pas finir comme eux. Mina était quand même allée au commissariat. L'accueil avait été glacial. Madame, votre mère a tous les droits sur cet enfant. Si vous lui avez confié la garde. Mais elle l'a vendu, j'ai le contrat. Un contrat de vente d'enfant? Ne soyez pas ridicule. Le policier avait à peine regardé le papier, comme si ses yeux glissaient dessus sans pouvoir se fixer. Revenez dans 48 heures, si l'enfant n'est pas revenu. Mais il n'y croyait pas. Il avait dit ça machinalement, comme si quelque chose l'empêchait de prendre sa plainte au sérieux. En sortant du commissariat, Mina avait croisé Damien, un homme qu'elle avait vu plusieurs fois chez sa mère. Grand, mince, avec des yeux trop clairs pour être naturel. Mina, n'est-ce pas? Où est mon fils? En sécurité pour l'instant. Rendez-le-moi. Ce n'est plus possible. Le contrat est signé. Le pacte est scellé. Il avait souri, un sourire qui n'avait rien d'humain. Mais ne t'inquiète pas, il servira à quelque chose de grand, de plus grand que sa petite vie ordinaire. Vous êtes malade. Nous sommes évolutionnistes. Nous croyons au progrès. Ton fils va contribuer à ce progrès. Il s'était éloigné, mais sa voix résonnait encore dans la tête de Mina. Et si tu continues à nous chercher, tu rejoindras ton fils plus tôt que prévu. Cette nuit-là, Mina n'avait pas dormi. Elle avait fouillé toute la maison. Dans la chambre de sa mère, elle avait trouvé d'autres documents, des lettres, des photos et un nom. Sébastien, exorciste. L'adresse était à 2 heures de route. Mélina était partie à l'aube. La maison de Sébastien était petite, entourée d'un jardin rempli de plantes qu'elle ne reconnaissait pas. Elle avait sonné. Personne. Elle avait insisté. Qu'est-ce que vous voulez? Avait fini par demander une voix derrière la porte. Mon fils a disparu. On m'a dit que vous pourriez m'aider. Comment vous vous appelez? Mélina. Un long silence. Puis la porte s'était ouverte. Sébastien était un homme d'une 60aine d'années aux cheveux blancs et aux yeux fatigués. Mais ses mains étaient d'une fermeté absolue et son regard perçant. Entrez vite. Il avait refermé derrière elle et tracé un signe sur la porte avec de la craie. Votre mère s'appelle Clémence. Oui, vous la connaissez. J'ai essayé de l'aider il y a 6 mois. Elle était venue me voir parce qu'elle avait des dettes. Pas des dettes d'argent, des dettes de sang. Sébastien lui avait expliqué. Clémence s'était adressée à un groupe occulte pour résoudre ses problèmes financiers. Il lui avait proposé un pacte. Il réglerait ses dettes contre un service futur. Quel service? La somme de 50 000 €, ou une vie innocente, un enfant. Son petit-fils était parfait pour ça. Mélina s'était effondrée. Sébastien lui avait servi un thé aux herbes qui sentait la menthe et autre chose, quelque chose qui calmait l'esprit. Il me reste combien de temps? La nouvelle lune est dans 2 jours. Après ça, il sera trop tard.
Qu'est-ce qui va se passer à mon fils? Ils vont utiliser son énergie vitale pour rembourser les dettes de votre mère qui lui ont servi à renforcer son pouvoir. Sébastien avait sorti une carte. Plusieurs croix rouges y étaient marquées. Ce sont leurs lieux de réunion, mais ils changent souvent d'endroit et ils sont protégés. Protégés comment? Par des forces que vous ne voulez pas connaître. Il lui avait donné un sac. Dedans, des objets étranges, de l'eau bénite, du sel consacré, une croix en argent et un couteau avec des symboles gravés sur la lame. Prenez votre ami Liora avec vous. Vous aurez besoin d'aide. Et surtout, ne faites confiance à personne d'autre. Ils ont des yeux partout. Liora avait d'abord refusé de croire l'histoire de Mina, mais devant l'urgence, elle n'avait pas eu le choix. Elles étaient parties ensemble le soir même. La première adresse était une ferme abandonnée. Elles s'étaient approchées en silence. À travers les fenêtres brisées, elles avaient vu des bougies et des silhouettes encapuchonnées. « On y va », avait chuchoté Liora. « Attends, je veux voir si Elias est là. » Elles avaient fait le tour du bâtiment. Dans la grange, des symboles étaient peints sur les murs. Au centre, un autel de pierre et, dessus, un couffin. Le cœur de Mina s'était arrêté. C'était le couffin d'Elias. Mais il était vide. Il est peut-être à l'intérieur, avait murmuré Liora. Elles étaient entrées par la porte de derrière. La ferme sentait l'enfer, quelque chose de pourri, de mort. Dans la pièce principale, une dizaine de personnes formaient un cercle au centre duquel se tenait Clémence. Elle portait une robe rouge et tenait quelque chose dans ses bras, quelque chose qui pleurait faiblement. « Elias !» s'était écriée Mina malgré elle. Toutes les têtes s'étaient tournées vers elle. Dans la lumière des bougies, les visages étaient déformés, inhumains. « Ma fille !» avait dit Clémence sans émotion. « Tu arrives juste à temps pour assister à la cérémonie. Rends-moi mon fils. Ton fils va servir à quelque chose de plus grand que lui. Il va rembourser la dette qui a servi à m'offrir 30 années de vie supplémentaires. » Damien s'était avancé. Dans sa main, un couteau identique à celui que Sébastien avait donné à Mina. « Nous étions en train de commencer, mais ta présence rend les choses encore plus parfaites. Le sang de la mère et celui de l'enfant mélangés. Quel festin pour le maître !» Mina avait sorti son couteau. Liora l'avait imité avec un crucifix. « Vous n'aurez ni mon fils ni moi. » Le combat avait été bref mais intense. Les sectateurs n'étaient pas des combattants. Ils comptaient sur leur protection mystique. Mais l'eau bénite et le sel consacré les avaient neutralisés un à un. Clémence était la dernière. Elle serrait toujours Elias contre elle. « Tu ne comprends pas, Mina ? Sans ce sacrifice, je vais mourir. Le pacte que j'ai signé. Tu aurais dû y penser avant de vendre ton petit-fils. » Clémence avait reculé vers l'autel. Derrière elle, les bougies s'étaient mises à vaciller comme si quelque chose d'invisible les agitait. « Le maître ne laissera pas faire ça. Ton maître n'est qu'une illusion, une manipulation. » Mélina s'était jetée sur sa mère. Elles avaient lutté. Clémence était plus forte qu'elle n'en avait l'air. Mais l'amour maternel de Mina était plus fort que tout. Elle avait récupéré Elias. Son fils pleurait, mais il était vivant, intact. « C'est fini, maman. Renonce à ce pacte. »« Je ne peux pas, il est trop tard. » Clémence s'était effondrée. Devant les yeux de Mina, sa mère avait commencé à vieillir. Rapidement, ses cheveux devenaient blancs, sa peau se ridait. En quelques minutes, elle avait pris 20 ans. « Le pacte se brise », avait-elle murmuré. « Sans le sacrifice, je dois rendre toutes les années qu'il m'avait prêtées. » Clémence était morte cette nuit-là, officiellement d'un arrêt cardiaque. Les autorités n'avaient posé aucune question sur les circonstances étranges de sa mort, comme si quelque chose les empêchait de creuser trop profondément. Les autres membres de la secte avaient disparu, Damien comme les autres, volatilisés. Peut-être avait-il fui. Peut-être avait-il subi le même sort que Clémence. Mais Mina avait récupéré Elias et quitté la ville. Elle s'était installée loin de tout ça, dans un endroit où personne ne connaissait son histoire. Sébastien était venu les voir une fois pour s'assurer qu'ils allaient bien. Les forces avec lesquelles votre mère s'est alliée n'abandonneront pas facilement. Elles chercheront à récupérer ce qu'elles pensent leur appartenir. Mon fils, votre lignée. Elles considèrent que vous leur devez quelque chose. Il avait béni la maison, placé des protections, enseigné à Mina comment les renouveler. Soyez vigilants, toujours.
Et si des choses étranges recommencent à se passer? Je vous appellerai. Non, si ça recommence, c'est que j'aurai échoué. Dans ce cas, partez loin et changez d'identité. Liora était restée près d'elle comme une sœur. Elle ne parlait jamais de ce qui s'était passé cette nuit-là dans la ferme. Mais parfois, Mina la surprenait en train de regarder Elias avec inquiétude. « Tu penses qu'ils vont revenir ?» demandait-elle parfois. « Je ne sais pas, mais je serai prête. » Elias grandissait normalement. C'était un enfant joyeux et curieux. Mais parfois, Mina le surprenait en train de regarder des coins vides de la maison comme s'il voyait quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. « Qu'est-ce que tu regardes, mon cœur ?» Les ombres, maman. Elle bouge bizarrement. Ces mots-là glacèrent le sang de Mina parce qu'elle savait. Au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas fini, que ça ne serait jamais vraiment fini. 2 ans ont passé depuis cette nuit terrible. Mina a appris à vivre avec la peur. Cette peur constante que quelque chose vienne réclamer ce qui, selon eux, leur appartient toujours. Elle a changé 3 fois de ville. À chaque fois, des signes étranges apparaissaient, des animaux morts dans le jardin, des symboles tracés à la craie sur sa porte, des voix qui l'appelaient la nuit. Elias a maintenant 3 ans. C'est un enfant comme les autres. Presque. Parfois, il dit des choses qu'un enfant de son âge ne devrait pas savoir. Il parle de l'homme en noir qui vient le voir dans ses rêves. Il dessine des symboles qu'elle reconnaît trop bien. Maman, l'homme en noir dit qu'il va revenir me chercher. Ne l'écoute pas, mon cœur. Il ne peut pas te faire de mal. Il dit que grand-maman avait promis de me donner à lui. Grand-maman s'est trompée et maintenant elle ne peut plus rien promettre. Mais Mélina sait que l'histoire n'est pas terminée. Les dettes sataniques ne s'effacent jamais vraiment. Elles se transmettent de génération en génération. Un soir, en bordant Elias, elle trouve un papier sous son oreiller. Un contrat écrit à l'encre rouge avec son nom à elle cette fois, et celui d'Elias. Héritière, échéance, 18e anniversaire de l'enfant. Paiement, âme et libre arbitre. Signataire original, Clémence, héritière. Au bas du papier, une phrase en lettres de feu. On n'échappe jamais vraiment au maître. On ne fait que retarder l'échéance. Mélina brûle le papier, mais elle sait qu'un autre apparaîtra bientôt et qu'un jour elle devra faire un choix, le même que sa mère, sauver son fils ou se sauver elle-même. En regardant Elias dormir paisiblement, elle prend une résolution. Quoi qu'il lui en coûte, elle trouvera un moyen de briser définitivement ce pacte maudit. Parce qu'un amour de mère vaut tous les sacrifices, même si elle doit pour cela descendre aux enfers et affronter le maître en personne. Dehors, le vent souffle et dans ce vent, elle entend des rires. Des rires qui viennent d'ailleurs, d'un endroit où les âmes perdues paient leurs dettes pour l'éternité. Mais elle n'a plus peur maintenant parce qu'elle a compris quelque chose que sa mère n'avait jamais compris. L'amour véritable ne se négocie pas, ne se vend pas et ne se brise jamais, même face aux forces les plus noires de l'univers. Mais elle sait maintenant qu'elle a une arme que le maître ne comprend pas, ne contrôle pas, l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant. Et contre ça, toutes les forces du mal réunies ne peuvent rien, rien du tout. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.